Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 9e épisode de Touche pas à mon peuple, le podcast de la France Insoumise. Cette semaine, Mathilde Panot ouvrira le point politique. Elle reviendra sur les tensions internationales, notamment sur la situation en Ukraine, avec le retour de Donald Trump aux États-Unis, mais aussi sur nos récentes victoires à l'Assemblée nationale et dans la société. Sans oublier les luttes à venir, avec le 8 mars et la grande marche du 22 mars contre le racisme et l'extrême droite. Nous parlerons ensuite des zones à faible émission, un sujet qui suscite beaucoup de débats. Sylvain Carrière nous expliquera leurs conséquences et les enjeux derrière ces mesures. Autre actualité importante, le renouvellement du Conseil constitutionnel et la nomination controversée de Richard Ferrand. Hugo Bernalici nous décryptera cette décision et ce qu'elle révèle du fonctionnement de nos institutions. Clémence Guettet nous parlera de l'actualité du programme L'Avenir en commun et des perspectives qu'il ouvre pour transformer la société. Enfin, comme chaque semaine, l'Institut La Boétie et l'Insoumission auront carte blanche pour revenir sur les grands sujets du moment. Un programme riche, alors sans plus attendre, on commence avec le point politique. Mathilde Panot, c'est à toi. La semaine a été marquée par l'entrée dans une nouvelle ère internationale. La séance d'humiliation de Zelensky par Trump dans le bureau ovale a joué un rôle de révélateur, même si cette situation de loi de la force par les États-Unis perdurait depuis des années et des décennies sur des États comme ceux de l'Amérique latine. Mais elle a joué un rôle de révélateur et surtout de leçon. Donald Trump voulait redire au monde entier que désormais, c'est la loi du plus fort qui prévaudrait sur le droit international. Alors, il n'y a pas de quoi être surpris puisque Trump avait d'ores et déjà montré qu'il était le visage de la brutalité généralisée, qu'il voulait prendre possession du Groenland et de son sous-sol, mais aussi du canal du Panama ou encore de son voisin, le Canada. Mais c'est probablement sur Gaza qu'il a montré ce visage-là le plus fortement, en disant à plusieurs reprises qu'il était favorable au nettoyage ethnique complet de la bande de Gaza, en le vidant de ses habitants, allant jusqu'à pousser l'indignité, jusqu'à partager une vidéo faite par l'intelligence artificielle qui montre Gaza en ruine telle que laissée par l'extrême droite de Netanyahou et son armée, puis ensuite reconstruite dans une façon luxueuse, comme il l'appelle la Riviera du Proche-Orient, où l'on voit même sous la Trump Tower, Trump et Netanyahou en train de siroter des cocktails juste à côté d'une statue dorée de Trump, preuve qu'il veut bien par là faire l'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et surtout enterrer définitivement la possibilité de deux États et de l'État palestinien. De même, Trump est le visage de la brutalité généralisée lorsque il gèle les aides états-uniennes au développement pendant 3 mois. Car les décisions que prend Trump, évidemment, ont des conséquences terribles sur le peuple états-unien, mais elles ont des conséquences sur les peuples du monde entier. Ainsi, le gel de l'aide états-unienne va toucher 8000 femmes qui, en 3 mois, vont mourir d'une grossesse, d'un accouchement. En 3 semaines seulement, ce sont 2,7 millions de femmes qui n'ont plus accès à un contraceptif. Et l'ONU explique que d'ici à 4 ans, en 2029, c'est 6 millions de personnes supplémentaires qui vont mourir du sida du fait du gel de l'aide états-unienne. Voilà les politiques meurtrières qui sont menées par Trump et Elon Musk. En Ukraine, ce que essaye de faire Donald Trump, c'est d'imposer une paix aux Ukrainiens sans la présence des Ukrainiens autour de la table et en humiliant les Européens qui, eux aussi, sont absents des tables de négociation, avec une condition, évidemment, il n'y aura pas d'intégrité territoriale puisque Trump négocie directement avec Poutine, mais la condition pour que Zelensky accepte cela, eh bien, c'est qu'il offre totalement son sous-sol et terres rares aux multinationales états-uniennes, c'est-à-dire le capitalisme le plus sauvage. Cette situation est directement la responsabilité de l'impasse dans laquelle nous a placés, notamment toutes celles et ceux qui en ont eu de cesse de jouer les va-t-en-guerre, d'expliquer depuis 3 ans de guerre avec 1 million de morts et de blessés que l'Ukraine pouvait gagner la guerre et que la solution serait militaire et non diplomatique comme nous le disions depuis le début. Cette situation est la responsabilité directe de ceux qui nous ont placés dans l'impasse en ne cessant de s'aligner sur les intérêts de l'OTAN et des États-Unis. Alors, que fait Emmanuel Macron ? D'abord, il a très peu parlé lors de son allocution de l'Ukraine et d'une solution pour un traité de paix juste et durable, mais surtout, il prétend renforcer notre indépendance vis-à-vis des États-Unis en renforçant notre présence dans l'OTAN, qui est pourtant sous égide directement de Trump et qui donc est complètement absurde comme solution à ce que nous sommes en train de vivre. De même, il prétend augmenter nos moyens de défense sans faire contribuer les plus riches
et en parlant de réformes structurelles, c'est-à-dire en promettant du sang et des larmes au peuple français. C'est ainsi une guerre sociale qu'il veut mener au peuple en utilisant comme prétexte la guerre en Ukraine pour à la fois étouffer la démocratie, et je le dis, nous ne serons jamais d'accord avec le fait qu'un président aussi affaibli puisse décider tout seul. Nous ne voulons pas d'une consultation des forces politiques, nous voulons délibérer et voter au Parlement sur des sujets aussi graves que ceux-ci. Nous ne serons jamais d'accord avec l'économie de la guerre, qui vise juste à fabriquer plus d'armes pour pouvoir vendre plus d'armes. Nous voulons une économie de la paix, une économie orientée autour des besoins de défense s'il en faut, parce que lorsque nous serons au pouvoir, nous voulons, nous, une France indépendante au service de la paix. Et s'il faut augmenter les dépenses de défense, nous le ferons pour la sécurité, mais avec des objectifs précis, en sachant que ce que nous voulons faire, c'est-à-dire ne pas être dans la roue des États-Unis comme ils le proposent actuellement, mais en étant indépendants et non alignés. De même, nous voulons augmenter les dépenses pour l'hôpital public qui est aujourd'hui à terre, pour l'éducation qui elle aussi est à terre, pour la bifurcation écologique, alors que nous voyons, et j'ai une pensée pour eux, que la Réunion a été durement touchée par un cyclone, après que Mayotte ait été touchée par un cyclone, que l'île-et-Vilaine ait été touchée par des crues historiques. Et donc, nous devons impérativement être à la hauteur de l'enjeu du XXIe siècle, garder un écosystème compatible avec la vie humaine. Alors, tout cela a une condition, c'est le partage des richesses et le fait qu'enfin, on fasse contribuer les plus riches de ce pays. Alors, évidemment, puisqu'ils ont eu tort depuis le début, la stratégie du pouvoir a été, comme d'habitude, de nous cracher dessus. Alors, de nouveau, ils expliquent que la France insoumise serait soumise à Poutine et je ne sais quelle autre ânerie qu'ils ne cessent de répéter. Je rappelle deux choses. La première chose, c'est que la France insoumise est le seul mouvement politique dans ce pays à avoir non seulement aidé à sortir, mais accueilli et pris soin d'opposants à Vladimir Poutine, d'opposants à la guerre et de Russes pour la paix. Voilà ce que fait la France insoumise, qui n'est en rien pro-Poutine, et c'est la seule preuve de solidarité concrète qui a été faite dans ce pays uniquement par la France insoumise. De même, si Jean-Luc Mélenchon avait été écouté comme le reste de la France insoumise, qui ne cessait de dire depuis 3 ans qu'il n'y avait pas de solution militaire à cette guerre, mais qu'il fallait passer par une solution diplomatique en faisant une paix négociée, eh bien peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation où l'Ukraine est prise à la gorge et doit penser à une paix imposée, alors qu'elle aurait pu être, dans un autre moment, être une paix négociée qui lui permette de garder l'intégrité territoriale, d'avoir un référendum d'autodétermination en Donbass et en Crimée, et surtout de pouvoir avoir une paix durable et juste. Voilà ce que nous ne cessons de dire. Nous sommes les voix pour la paix, nous sommes les voix pour le droit international, et nous refuserons toujours l'économie de guerre qu'ils veulent nous imposer. Alors, je veux continuer en disant que nous sentons bien qu'il y a une ambiance un peu pourrie dans le pays en ce moment et qu'il vaut mieux faire apparemment l'apologie de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité que de faire l'apologie du droit international. C'est ce qui s'est passé notamment avec Rima Hassan, qui a pour seul tort d'avoir rappelé précisément quel était le droit international. Et bien pour cela, elle s'est payée une campagne à la fois avec plusieurs membres du gouvernement qui ont appelé à la déchéance de sa nationalité, mais aussi 94 sénateurs LR qui ont appelé à lever son immunité parlementaire en écrivant à la présidente du Parlement européen. Évidemment, ces campagnes sont d'un racisme crasse. Et évidemment, tous ceux qui mènent campagne contre Rima Hassan n'ont rien à dire lorsque, dans une tribune, est écrit noir sur blanc « Je ne vois pas d'autre réponse que foutre une balle dans la tête de Madame Soudé, Monsieur Coquerel et toute la Mélenchonie, sans qu'il n'y ait aucune réaction du pouvoir. » De même, lorsque Ali Duara, député de la Seine-Saint-Denis, regarde comment se passe un contrôle de police de 2 jeunes avec un des policiers, alors qu'il savait qu'il était député, qui lui dit « Si je te tasse, tu vas faire quoi ?» Là aussi, il n'y a aucune réaction du pouvoir. Mais pire que cela, les sénateurs des Républicains de la droite qui demandent aujourd'hui la levée de l'immunité de Rima Hassan n'ont jamais rien eu à dire contre Meyer Habib, qui était pourtant dans leur groupe à l'Assemblée nationale lorsqu'il parlait des Palestiniens comme un cancer, mais aussi quand il appelait à poursuivre les crimes contre l'humanité et le génocide en cours à Gaza. De même, lorsque vous voyez ce qui se passe avec Jean-Michel Apathy, qui pour juste avoir rappelé des faits historiques de crimes coloniaux qui ont été commis par la France au moment de la colonisation de l'Algérie, a été mis en retrait de RTL, mais par contre,
Barbara Lefebvre, qui est celle qui avait appelé à vider entièrement la bande de Gaza de ses habitants, c'est-à-dire qui avait fait l'apologie de crimes de guerre, elle peut toujours s'exprimer sur cette même chaîne RTL. Ce deux poids, deux mesures, on le retrouve aussi avec des étudiants de Sciences Po qui se retrouvent en une de toutes les chaînes télé en continu lorsqu'ils font 1 minute de silence pour la Palestine et pour le Liban, mais dans lequel il n'y a pas un mot sur les militants de l'UNI, ce syndicat étudiant d'extrême droite, lorsqu'ils font à plusieurs reprises des saluts nazis ou même un jeu de cartes antisémites, comme ça s'est passé à Strasbourg. Ces mêmes étudiants de Sciences Po qui, aujourd'hui, fait jamais vu, se sont vus exclure de leur scolarité 3 étudiants à Sciences Po pour avoir juste manifesté pour les Palestiniens et avoir interpellé Sciences Po sur ses partenariats en soutien avec le génocide. Ces étudiants-là, dont la présidente de l'Union étudiante. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on parle de tout cela ou qu'on ne parle pas de tout cela, selon que ça arrange les milliardaires qui veulent continuer leur lien avec l'extrême droite, on ne parle pas de ce qui se passe à Gaza, notamment de la fin de l'entrée de l'aide humanitaire, donc de nouveau de la famine utilisée comme arme de guerre, de la Cisjordanie où 3 camps ont été évacués avec 40 000 Palestiniens qui ont été évacués des camps et une politique de colonisation qui continue plus que jamais, et de Gaza où rien que la semaine dernière, 7 nourrissons sont morts de froid. Nous continuons plus que jamais le combat pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Alors cette semaine, nous avons aussi obtenu des victoires historiques. La première, c'est une victoire contre l'A69. Vous savez, cette autoroute qui devait artificialiser 400 hectares de terres agricoles et de terres naturelles pour gagner juste 15 minutes par une autoroute, ce qui est d'une absurdité totale et un projet d'un autre siècle. Le tribunal a décidé de l'annuler. Et même si l'État fait appel, même si l'État essaye de recommencer les travaux, c'est une victoire historique pour tous ceux et toutes celles qui se sont battus contre ce projet d'un autre siècle. La deuxième, c'est la condamnation par la France, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour violation du droit à la vie dans le cadre de la mort de Rémi Fraisse, qui réaffirme ainsi qu'il n'y a pas de droit de tuer des militants écologistes et que par ailleurs, Rémi Fraisse, qui lui aussi luttait contre un grand projet inutile qui a été abandonné, avait raison de lutter contre ce projet et ceux qui étaient aux responsabilités, c'est-à-dire M. Hollande et M. Cazeneuve, ont une responsabilité totale dans cette mort. Nous avons obtenu une victoire là aussi très importante. Paul Vannier a été nommé rapporteur de la commission d'enquête sur les défaillances dans le contrôle des établissements dans le cadre notamment des scandales de pédocriminalité, et je pense notamment au scandale de Betaram, qui permettra non seulement de défendre les enfants face au scandale de pédocriminalité et surtout de faire en sorte que plus jamais un Betaram ne puisse se produire dans ce pays. Je le dis d'autant plus que tous ceux qui nous accusent d'instrumentaliser un scandale de pédocriminalité aussi grave dans lequel le Premier ministre a menti et dont nous continuons de demander la démission, eh bien, c'est notamment grâce au fait que l'affaire a été rendue politique et publique, et ce sont les collectifs de victimes qui le disent, que d'autres plaintes sont arrivées encore. En plus des 112 déjà déposées, 40 sont arrivées la semaine dernière, et le collectif des victimes pense qu'il pourrait même attendre les 300 plaintes, ce qui permet là aussi de libérer la parole. En tout cas, cette commission d'enquête doit servir non seulement à comprendre ce qui s'est passé, mais aussi à faire en sorte que plus jamais ça puisse se reproduire. Et il est très important qu'il y ait de grandes mobilisations populaires pour faire reculer l'extrême droite, car il y a pile 1 an, la France parlait au monde en gagnant pour la première fois l'inscription de l'avortement dans la Constitution, donc le droit à disposer de son corps qui est garanti dans la norme suprême. Et cette victoire est aussi la nôtre, car les Insoumis étaient les premières à avoir gagné ce vote à l'Assemblée nationale lors de notre niche parlementaire. Et cette victoire, surtout, montrait que lorsque nous avons des victoires féministes, eh bien, ce sont aussi des défaites de l'extrême droite, des défaites des antidroits. Donc, toutes nos victoires sont des défaites. Donc, nous avons la force de pouvoir les défaire. Ce sont les féministes polonaises qui ont réussi à dégager l'extrême droite du pouvoir en Pologne. Ce sont les féministes colombiennes qui ont réussi à obtenir la légalisation de l'avortement à 24 semaines. Nous avons la force de vaincre le fascisme. Voilà ce que nous allons faire en manifestant massivement dans les rues le 8 mars et surtout en manifestant massivement dans les rues le 22 mars, car face à la situation dramatique, à la fois à l'international et à la fois dans notre pays, là aussi nous avons besoin d'une mobilisation populaire énorme pour battre l'extrême droite, pour dire non au racisme, pour dire non au fascisme et pour dire oui à l'unité du peuple français.
Alors, on manifeste le 8 mars, on manifeste le 22 mars, faites connaître le 22 mars partout dans le pays. Merci beaucoup Mathilde. Pour le prochain sujet, Sylvain Carrière, député de l'Hérault, reviendra sur la mise en place des ZFE, zones à faible émission. Colline Bourret, chargée de mission sur le programme à la France Insoumise, a eu l'occasion de l'interroger sur le sujet. Bonjour Sylvain, merci d'intervenir dans le podcast Touche pas à mon peuple. Il paraît que notre voiture va bientôt être interdite en ville. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est cette mesure ? Les zones à faible émission sont en application depuis le 1er janvier 2025 dans les agglomérations et les métropoles de plus de 150 000 habitants en France. Et donc, on se retrouve avec un dispositif qui contraint les habitantes et les habitants de ces territoires à ne plus pouvoir utiliser leur véhicule dans la mesure où leur véhicule est soit diesel, soit essence immatriculé avant 2011. Et donc, effectivement, avec cette vignette critère qu'on a sur le pare-brise, en fonction des agglomérations ou des métropoles, on ne peut plus, du coup, utiliser le véhicule dans ces villes et villages et on ne peut plus stationner dans ces villes et villages. Et donc, c'est vraiment une contrainte pour l'ensemble de la population qui, depuis le 1er janvier, se voit souvent devoir choisir entre est-ce que je peux accéder aux services publics, est-ce que je peux accéder à la santé ou tout simplement au travail du quotidien, puisque je suis un critère 3 ou 4 et que je rentre dans la métropole ou je suis déjà dans la métropole pour pouvoir aller travailler ou accéder aux services de santé. Donc voilà un petit peu le dispositif qui est là et qui contraint beaucoup d'habitantes et d'habitants parce que souvent on pense aux habitants de ces zones, de ces métropoles et de ces agglomérations. Ça concerne bien plus largement que ça, puisque quand on habite dans les villages en périphérie de cette métropole, à un moment donné, on rentre dans la métropole pour accéder aux services publics ou de santé. Donc ça touche vraiment un grand nombre de la population. Mais du coup, cette mesure, elle va toucher les pauvres, si je comprends bien. Et par contre, les riches, eux, encore une fois, seront tranquilles. Ce dispositif va à l'encontre de l'écologie populaire que nous, on prône, puisque d'un côté, on se retrouve avec des véhicules du type SUV ou Tesla, pour ne pas les citer, ou autres, qui vont pouvoir continuer à circuler alors qu'ils polluent plus qu'une simple Clio 2, par exemple, puisque la vignette critère prend aujourd'hui en compte seulement 2 éléments, à savoir le type de carburant du véhicule et l'année de mise en circulation. Donc vous allez avoir un SUV qui va être beaucoup plus lourd et beaucoup plus polluant par son freinage et par son poids, qui va pouvoir continuer à circuler. À côté de ça, une simple Clio 2 ne pourra plus circuler alors qu'elle va polluer beaucoup moins. Donc effectivement, face à cette anomalie-là, la population doit changer de véhicule, or n'a pas les moyens de changer de véhicule. On sait très bien que l'entrée de gamme d'un véhicule électrique, en 2 ans, c'est presque 25% d'augmentation. Donc le reste à charge est vraiment trop important pour l'ensemble de la population pour passer à de l'électrique. Puis on n'en est pas capable aujourd'hui de décider que tout le monde demain aura un véhicule électrique. On n'est pas capable de répondre à cette attente-là. Et en plus de ça, on le voit dans les mesures qui sont prises ces dernières semaines par le gouvernement, on a une suppression des aides, que ce soit des aides à la conversion, que ce soit pour accompagner l'ensemble de la population à changer de véhicule. Donc là, on contraint la population en leur disant, vous ne pouvez pas habiter dans la ville-centre ou la métropole parce qu'en plus, souvent les loyers sont vraiment trop importants. Donc souvent la population va habiter plus loin, mais c'est la double peine pour eux parce que maintenant, on leur dit, vous ne pouvez plus rentrer dans la métropole parce que vous n'avez pas assez d'argent pour changer votre véhicule. Donc, vous devez choisir entre travailler ou changer de véhicule. Mais ça, c'est vraiment une mesure qui est totalement inacceptable. Et voire même, on parle souvent de triple peine parce que ça veut dire qu'avec une telle mesure, on décale la pollution justement dans les villages ou les périphéries des villes avec une pollution qui ne s'arrête pas juste au bord des routes, mais qui va toucher l'ensemble des habitantes et des habitants. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est une question écologique importante quand même. Tu as parlé d'écologie populaire, mais quelle est la solution ? Bien sûr, alors après, on est tous d'accord pour améliorer la qualité de l'air. Donc nous, parce que souvent on nous dit « Ah, mais si vous êtes contre les ZFE, ça veut dire que vous ne voulez pas améliorer la qualité de l'air. » Bien sûr que si, on veut améliorer la qualité de l'air. Et donc c'est le sens de notre proposition de loi que nous avons déposée à l'Assemblée nationale ces jours-ci, c'est de dire on fait un moratoire sur les zones à faible émission et on le conditionne à l'offre et aux alternatives en transport en commun qui sont et qui doivent être accessibles et acceptables à l'ensemble de la population. S'il n'y a pas d'offre de transport en commun, c'est le sens de toute façon de ce qu'on défend à la France Insoumise, le développement du ferroviaire, le développement des lignes de bus, de tram, de pistes cyclables.
Et c'est le sens de tout ce qu'on propose, que ce soit dans le programme L'Avenir en commun, mais aussi ce qu'on propose à chaque fois dans les amendements pendant le travail législatif, notamment pendant la période budgétaire. Donc ça, c'est vraiment la première mesure, moratoire et développement des transports en commun. Et puis, comme je l'évoquais précédemment, c'est une refonte de cette vignette critère, puisqu'on en arrive à des aberrations entre les différents véhicules. Donc, on doit, dans la vignette critère, on doit prendre en compte d'autres critères. Et puis enfin, le dernier point, c'est on ne peut pas dire dans ces métropoles, il faut améliorer la qualité de l'air, donc on va interdire les véhicules les plus polluants, et à l'inverse, continuer à construire des routes et des autoroutes, comme c'est le cas sur tout le territoire français. Et donc là aussi, c'est déjà de faire un moratoire sur ces projets routiers et autoroutiers. Et en plus de ça, quand les projets routiers ou autoroutiers sont existants ou vont l'être, ils doivent faire partie de la zone à faible émission. Or là, on en est aussi à une aberration que souvent les axes les plus polluants des métropoles sont exclus de la zone à faible émission. Alors nous, on demande qu'il y ait vraiment une harmonisation au niveau national pour que les gens puissent comprendre et que la règle soit la même à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, à Paris. Mais on peut pas avoir dans chaque métropole une règle différente. Pour retrouver toutes les informations sur notre programme, rendez-vous sur le site programme-lafranceinsoumise.fr. Le 19 février 2025 a eu lieu le renouvellement des membres du Conseil constitutionnel, notamment via un vote à l'Assemblée nationale. Hugo Bernalicis revient sur les enjeux de ce renouvellement. Mais tout d'abord, Hugo, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi le Conseil constitutionnel ? Eh bien, le Conseil constitutionnel, c'est l'institution qui est chargée de contrôler le fait que les lois soient bien conformes à... Alors, on dit souvent la Constitution, mais c'est un abus en réalité, puisque c'est le bloc de constitutionnalité, donc c'est plusieurs textes, dont la Constitution de la Ve République fait partie, mais aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement, le préambule de la Constitution de 1946, voilà, plusieurs éléments, plus d'autres qui ont émergé de la jurisprudence constitutionnelle, et donc le Conseil constitutionnel va dire, voilà, la loi que vous venez de voter, donc ça c'est pour le contrôle a priori de la loi, celui que nous on fait en tant que députés et que peuvent faire aussi les sénateurs, en disant, voilà, cet article de loi, il est contraire à tel aspect du bloc de constitutionnalité ou de la Constitution, donc à ce moment-là, il sera ce qu'on appelle censuré, comme s'il n'avait pas été voté en fait, ou alors ils vont faire des censures, donc soit complètes d'un article, soit partielles, quelques mots qui vont changer le sens de l'article, ou alors il y a un autre truc, c'est les réserves d'interprétation, qui fait qu'en fait le texte peut être interprété de différentes manières, et le Conseil constitutionnel dit, si vous l'interprétez de cette manière-là, c'est bon, ce sera constitutionnel, sinon il y a un risque, sinon ce ne sera pas considéré comme constitutionnel. D'ailleurs, en 2008, il y a une modernisation des institutions. Et si je ne me trompe pas, la réforme constitutionnelle de 2008 engagée par Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la République, a vraiment un impact sur le Conseil constitutionnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Mais il y a une modification assez majeure en 2008, où ont été introduites les questions prioritaires de constitutionnalité. Donc là, c'est le contrôle a posteriori de la loi. Tout justiciable peut, quand il est confronté à un contentieux en lien avec une loi, demander si la loi en question est bien conforme à la Constitution. Et du coup, il y a des textes qui n'avaient jamais été contrôlés par le Conseil constitutionnel, qui maintenant le sont par ce biais-là, et avec des censures à la clé. Donc voilà, donc c'est ça le job du Conseil constitutionnel, c'est de se porter garant de nos principes fondamentaux et valeurs qui font qu'on est une république, quoi. Dit de manière très, très rapide. Mais Hugo, dis-moi, pourquoi il y a un nouveau président du Conseil constitutionnel ? Comment est-il nommé ? En fait, les membres du Conseil constitutionnel sont renouvelés tous les 9 ans. Alors par morceaux, hein, pas tous d'un coup. 3 par 3 en l'occurrence. Et là, c'était le tour du coup du président du Conseil constitutionnel et de 2 autres membres, hein, parce qu'il y a eu 3 nominations en fait en même temps. Une sur proposition donc du président de la République, qui était Richard Ferrand, le candidat. Une sur proposition de la présidente de l'Assemblée nationale, qui était Laurence Vichnievsky, une ancienne députée du MoDem. Et un qui est proposé par le président du Sénat. En l'occurrence, c'est Philippe Bas, l'ancien président de leur commission des lois et chef de file du groupe LR à la commission des lois au Sénat. Donc c'est 3 nominations en même temps, et 3 problèmes d'ailleurs. On a focalisé beaucoup sur Richard Ferrand, mais les 2 autres, c'est pas moins problématique, puisqu'il y avait eu des précédentes nominations en 2021, celles auxquelles on s'était déjà opposé, avec Véronique Malbec, la directrice de cabinet de Dupond-Moretti, Jacqueline Gouraud, ancienne ministre de Macron,
et je ne sais plus qui était le troisième. Enfin bref, du coup, en fait, quand on regarde la composition du Conseil constitutionnel aujourd'hui, il y a quasiment plus que des macronistes. Enfin, des gens nommés par Macron ou les amis de Macron. Et la vérité, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pour contrôler la conformité avec la loi. Alors ouais, si c'était que ça, on dirait, bon, finalement, mettez à peu près qui vous voulez, du moment qu'ils font le job, voilà, il n'y a pas trop de sujets. En plus, comme ils ont un statut de 9 ans, ils sont élus pour 9 ans, ils ne peuvent pas être réélus, ils sont inamovibles, ils ne peuvent rien faire d'autre. Ça donne des garanties statutaires. Enfin, ça, c'est les arguments qui sont avancés en face, en disant ça ne sert à rien de croire qu'il y aurait des magouilles politiques ou je ne sais pas trop quoi au sein du Conseil constitutionnel. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que c'est un organe qui est finalement très politique en réalité. Très politique, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes. Il y a des choses où, évidemment, ça nous semble inconstitutionnel parce que ça dit le contraire de ce qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens ou la Constitution. Mais il y a des choses qui sont plus subtiles, où ça va être, des choses vont être mises en balance. La liberté d'un côté et puis des objectifs à valeur constitutionnelle de l'autre. Quand je disais ça, par exemple, la période Covid, c'était pas si simple. À la fois, il y avait la liberté des gens d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale qui était garantie, mais en même temps, l'objectif de préserver la santé publique, il est aussi à valeur constitutionnelle. Et donc, sur cette base-là, on pouvait mettre en place des systèmes coercitifs en disant, certes, c'est inconstitutionnel du point de vue de la liberté, mais constitutionnel du point de vue de la préservation de la santé publique. Et donc, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher, en fait, qui va arbitrer, en l'occurrence interpréter le sens de tout ça. On a eu le cas, par exemple, sur la question du droit du sol à Mayotte, puisque la question n'est pas nouvelle. On a eu un texte de loi récemment qui est très problématique, qui va encore plus loin, mais en fait, le doigt avait déjà été mis dans l'engrenage de l'extrême droite, en l'occurrence, par le texte de Asile et Immigration de Gérard Collomb dès 2018. Hein, donc, c'est le premier texte quand je suis arrivé à l'Assemblée sur Asile et Immigration, où ils ont modifié le droit du sol pour mettre des critères supplémentaires à Mayotte. Et en l'occurrence, nous, on a fait un recours au Conseil constitutionnel et on a dit ça déroge au principe d'égalité sur le territoire. Deux citoyens, 2 enfants nés à 2 endroits différents du territoire de la République vont être considérés différemment, donc grosse entrave au principe d'égalité. Néanmoins, comme l'article 73 de la Constitution prévoit qu'il puisse y avoir une adaptation des lois dans les Outre-mer et notamment à Mayotte, dont dépend cet article de la Constitution, la question était de savoir pour le Conseil constitutionnel, est-ce que cette adaptation est suffisamment ou insuffisamment dérogatoire au principe d'égalité pour qu'on puisse l'accepter ou pas. Et le Conseil constitutionnel a dit que les critères qui avaient été mis d'avoir au moins un des 2 parents qui était en situation régulière au moment de la naissance de l'enfant pour une durée de 3 mois, ils ont dit ça va, ça passe. Mais en fait, en suivant le même raisonnement juridique que celui que je viens de faire, c'est-à-dire le principe d'égalité, ils auraient pu dire ah non, c'est trop important la question de la nationalité, on ne peut pas faire 2 principes différents à 2 endroits du territoire national, donc inconstitutionnel. Le même raisonnement juridique peut conduire à la fin à 2 positions différentes. Lors du vote pour la nomination de Richard Ferrand en commission des lois, le RN s'est finalement abstenu. Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un deal secret entre les macronistes et le Rassemblement national ? On a tous dit que c'était quand même très, 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 très bizarre que le Rassemblement national se soit abstenu sur la nomination de Richard Ferrand, surtout que moi j'ai appris, du coup, et on l'a fait savoir, que en fait, ils ont changé leur décision genre 5-10 minutes avant de voter. Ils s'apprêtaient à voter contre, c'est ce qu'ils allaient faire, ils entouraient leurs petits papiers, là, les députés du RN, et 10 minutes avant, ils recevaient un texto, ils disaient non, finalement, on s'abstient et tout. Donc, clairement, il y a un accord qui a été passé. Voilà. Et c'est pas vrai que c'est les propos rassurants de Richard Ferrand le jour J, il n'était rien rassurant de rien du tout. D'ailleurs, il a été problématique sur pas grand-chose, puisque tout l'exercice de quelqu'un avec le Conseil constitutionnel, c'est de dire je ne peux pas me prononcer sur les décisions qui ont été prises parce qu'elles ont été prises, et de toute façon, on les appliquera, et je ne me prononcerai pas sur les décisions que je prendrai à l'avenir, puisque le Conseil constitutionnel, il y a le secret du délibéré, il ne faut pas entacher, il ne faut pas politiser l'institution, donc je ne vous répondrai pas à vos questions. Donc on a des auditions quand même très bizarres, où les gens répondent à rien de ce qui s'est passé avant et rien de ce qu'ils vont faire après. Donc on est là pour les jauger, est-ce qu'on leur fait suffisamment confiance ou pas. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a bientôt une question prioritaire de constitutionnalité, on contrôle a posteriori de la loi, sur la question de l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité pour un élu à Mayotte. Comme quoi, on a un combo gagnant là, de tous les sujets que je viens de vous énoncer. Et il se trouve que si Marine Le Pen et ses amis sont condamnés dans leur procès le 31 mars prochain à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire que même s'ils font appel, ça s'applique quand même, eh ben, il y a déjà une question qui est en train d'être posée là au Conseil constitutionnel, qui sera la première qu'examinera Richard Ferrand. C'est la prochaine sur la liste.
pour ce sujet-là. Et donc, la question qui est posée à M. Ferrand, c'est est-ce que vous jugez M. Ferrand, et avec vos amis macronistes, puisqu'ils sont quasiment tous macronistes maintenant, comme je l'ai dit, selon la composition, est-ce que vous trouvez que, en matière d'inéligibilité, l'exécution provisoire est constitutionnelle, sachant que par ailleurs, la Constitution garantit que les élections doivent être libres, etc., qu'il ne doit pas y avoir d'entrave pour être candidat. Il n'y a tellement pas d'entrave que vous pouvez avoir été condamné à plein de choses. Ça ne vous empêche pas d'être élu, à la différence d'un concours de la fonction publique. Voilà, je dis... et il y a plein... et ça pourrait se comprendre, en fait, à la limite. Mais c'est ça la question qui est posée à Richard Ferrand, là, maintenant. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, parce qu'ils peuvent faire des deals à plusieurs bandes en plus, hein, ou dans plusieurs registres. Deuxième sujet, un référendum sur l'immigration. Vous savez que c'est la petite musique qui se trame en ce moment, à la fois de M. Retailleau, mais aussi de Mme Le Pen. Il met une grosse campagne là-dessus. Macron a dit qu'il allait faire un référendum en septembre. Et toute la question est de savoir si une question sur l'immigration rentre dans les questions qui peuvent être posées dans le cadre de l'article 11. Et plus largement, autour de cet article 11 de la Constitution, qui est le référendum à l'initiative du président de la République, il s'agit de savoir, tout simplement, est-ce que même le Conseil constitutionnel compte faire un contrôle a priori des questions que poserait Emmanuel Macron ou un autre ou une autre présidente de la République, puisque c'est aussi dans cette perspective-là qu'elle se place le Rassemblement national. Nous aussi, ça nous intéresse d'ailleurs de savoir ce qu'ils feraient là-dessus, mais bon, comme ils ne nous répondent pas, parce que l'article 11, c'est la voie par laquelle on souhaite faire une assemblée constituante, en la soumettant à un référendum pour lui donner une légitimité démocratique avec un vote. Or, depuis la réforme de 2008, avec le référendum d'initiative partagée, vous vous souvenez de ce machin-là, en fait, le Conseil constitutionnel, il y a un alinéa qui dit qu'il contrôle les référendums article 11. Mais il n'y a pas eu de référendum président de la République depuis l'usage de cet article 11. Et pour vous refaire un petit retour dans le passé, en réalité, quand De Gaulle a demandé le suffrage universel pour les élections présidentielles, en fait, il est passé par l'article 11 sans contrôle au préalable du Conseil constitutionnel. Parce que la Constitution, elle ne dit pas qu'on a le droit de modifier la Constitution par l'article 11. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Donc, est-ce qu'ils ont négocié sur le référendum sur l'immigration, sur l'inéligibilité ou sur d'autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un deal. Nous sommes prêts. La réédition du programme a été publiée. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on présente une nouvelle version, une nouvelle édition de l'Avenir en commun, version 2025. On a réactualisé le programme après 4 ans, puisqu'on l'avait sorti pour l'élection présidentielle de 2022, fin 2021. Dans ce nouveau programme, vous verrez qu'il est réorganisé avec 4 parties. La première, toujours sur la révolution citoyenne, puisque c'est le socle. Pour changer les choses, il faut absolument redonner le pouvoir au peuple. Une seconde partie sur l'harmonie des êtres humains entre eux, les questions de travail, d'emploi, de droit. Et aussi une troisième partie sur la question de l'harmonie des êtres humains avec la nature. Pour nous, la planification écologique, ça doit être au cœur de tous les changements de production et de consommation qu'il faut observer pour tenir les limites planétaires et faire face au changement climatique. Et enfin, une dernière partie sur ordonner le monde, c'est-à-dire la vision insoumise de la diplomatie altermondialiste, une voie indépendante au service de la paix. Donc 4 nouvelles parties, 18 chapitres contre 11 dans l'ancienne version. Et tout ça grâce au travail des groupes thématiques, des parlementaires. On a intégré plus d'une centaine de nouvelles propositions. Aujourd'hui, l'Avenir en commun version 2025, c'est 831 propositions pour changer radicalement la vie des gens. On le dit, on l'a répété, on veut que Macron s'en aille. 61% des Français sont d'accord avec nous. Il doit partir et pour ça, il faut une confrontation de projets alternatifs à celui de la Macronie qui a mis la France dans un sale état et qui a appauvri globalement la population française qui aujourd'hui souffre énormément. Donc c'est ce projet alternatif qu'on propose avec cette version de l'Avenir en commun, mais je le dis, c'est un point de départ. Après cette consultation interne du mouvement insoumis, les groupes thématiques, les parlementaires notamment, il faut que tout le monde s'en saisisse et aille voir les associations, les syndicats, les ONG, qu'elles nous fassent part de leur retour sur ce programme, de leurs propositions pour le compléter, l'enrichir. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le moment où arrivera l'élection présidentielle, puisque c'est inéluctable et que Macron doit partir, nous serons prêts et ça c'est grâce à vous. Merci beaucoup Clémence pour cette présentation. Ce mardi 18 février, une émission spéciale programme a eu lieu sur les réseaux de la France Insoumise. Clémence Guettet était face à des streamers pour débattre de nos propositions. Voici un extrait en présence de Colline Bourret,
chargée de mission sur le programme. Le programme, il est disponible en ligne sur le site programme de la France Insoumise depuis sa sortie le 28 janvier. Et en fait, il va bientôt être disponible sur la boutique militante qui est sur Action Populaire avec ce petit livre que j'ai dans les mains qui sera vendu pour 3 €. Ça va être sorti dans la semaine. Là, c'est les premiers exemplaires qui viennent d'arriver tout juste aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Voilà. Et c'est un super outil de pensée. Et c'est très très bien fait parce que à chaque fois je le dis on l'a dit la dernière fois sur le site. Mais moi ce que j'aime bien c'est que on a des petits à savoir. Et en fait ça te donne une idée du constat parce qu'on n'est pas omniscient, on sait pas tout et Exact. c'est bien d'avoir des petits chiffres, des petits curseurs, des petites infos outre qu'une proposition. Et après si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez aller creuser dans les livrets thématiques qui sont au nombre de 41. Lynn gère notamment tout le lien aux 40 livrets dont on a parlé au début de l'émission. Tout à fait. Donc ça fait du monde qui bosse sur nos propositions à la France Insoumise. Oui, on a 40 livrets thématiques et vous pouvez les rejoindre justement parce que l'avantage qu'on a à la France Insoumise, c'est que c'est ouvert à toutes et tous. Il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis, des compétences particulières. On ne vous demande pas d'être spécialiste du sujet. Vous n'allez pas avoir à répondre à un questionnaire avant de vous engager. Et du coup, c'est pareil sur le site programme, vous avez la liste de tous les livrets. Et vous pouvez rejoindre ceux qui vous intéressent. Et si vous n'êtes pas contacté par les animateurs, parce que des fois, les gens sont fort occupés, c'est que des militants, c'est pas des salariés qui travaillent sur chacun de ces sujets. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter directement l'espace programme. Merci beaucoup Colline. Retrouvez notre programme en intégralité sur notre site internet et revisionnez l'émission programme sur notre chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle carte blanche de l'Institut La Boétie. Cette fois-ci, on va vous parler du dernier grand colloque que l'on a organisé avec le département de sociologie de l'Institut. C'était le 8 février dernier et on y a abordé une question centrale pour notre famille politique, c'est celle du syndicalisme, de ses nouveaux défis, des nouvelles grandes questions stratégiques qui l'entourent et notamment la question de son articulation avec la lutte politique. On a pu parler de tout ça avec 4 grandes tables rondes qui ont fait intervenir des syndicalistes, des députés, mais aussi bien sûr des chercheurs et des chercheuses spécialistes du travail ou des mouvements sociaux. Donc je vous raconte tout ça aujourd'hui. Alors d'abord, la coprésidente de l'Institut La Boétie, Clémence Guettet, a introduit la journée en rappelant le rôle structurant des luttes syndicales dans l'obtention de nouveaux droits pour les travailleurs dans l'histoire. Et elle a aussi rappelé la solidarité et le soutien de notre famille politique face aux attaques répétées de la Macronie envers les syndicalistes. On en écoute un petit extrait tout de suite. Les forces et les libertés syndicales, aujourd'hui, plus qu'avant encore, subissent des attaques sans précédent de la Macronie. Ce sont une des cibles privilégiées de la dérive autoritaire du bloc libéral. Je pense aux 400 militants de la CGT qui ont été poursuivis après des manifestations contre la réforme des retraites. Je pense aux syndicalistes qui ont été arrêtés chez eux en pleine nuit après les mobilisations pour la Palestine. Et je pense évidemment au droit de grève qui est constamment menacé. Face à cette adversité, notre camp doit se tenir aux côtés des syndicats et donc porte-parole, élus, insoumis seront toujours là pour défendre chaque Jean-Paul Delescaux qui est condamné à de la prison avec sursis pour un tract, chaque syndicaliste ou chaque syndicat étudiant qui est menacé de dissolution pour une réunion, chaque syndicaliste paysan qui est violenté pour une manifestation. Après un deuxième mot d'introduction par Maxime Kijou, qui est un sociologue et politiste spécialiste du syndicalisme, on a commencé la journée avec une première table ronde qui s'intitulait « Le néolibéralisme a-t-il sonné la fin du syndicalisme ? Nouvelle conflictualité au travail ». Au-delà de ce titre un peu polémique, l'idée c'était de se dire, voilà, le capitalisme d'aujourd'hui, c'est plus le capitalisme d'il y a 50 ans, et le monde du travail, il a largement évolué. Donc c'était très important pour nous de commencer cette journée avec cette analyse pour pouvoir comprendre comment tout ça va impacter les luttes des travailleurs aujourd'hui. On a donc commencé par écouter la sociologue Sophie Bernard, qui nous a montré comment la condition des salariés a largement évolué, avec notamment une forte autonomisation et individualisation de leurs tâches, qui mène au final à davantage de contrôle individuel et donc complique un peu plus la mobilisation collective. On a aussi eu le plaisir d'écouter la sociologue Carlota Benvenu sur le travail dans le secteur de la logistique, c'est-à-dire tout le travail de stockage de marchandises dans des très grands entrepôts qui est devenu absolument indispensable pour notre économie globalisée. C'est même un secteur qui emploie aujourd'hui un ouvrier sur 2 si on compte aussi le transport des marchandises. Donc c'est très important de se pencher sur ce secteur, surtout qu'il concentre des caractéristiques de précarité très fortes, notamment beaucoup d'emplois courts, de CDD, un fort taux d'intérim et de sous-traitance. Et Carlota Benvenu nous a donc présenté à la fois toutes
les difficultés que ça pose en termes d'organisation des travailleurs, mais aussi les nouvelles possibilités de lutte syndicale qui peuvent émerger. Là aussi, on en écoute un petit extrait. Quand on est en intérim, et plus généralement quand on est très précaire, on est moins enclin à se syndiquer et à revendiquer des meilleures conditions de travail. Ce que montrent les recherches sociologiques sur les usages de l'intérim, c'est qu'il s'agit d'un système de recrutement qui sert avant tout à opérer une sélection de la main-d'œuvre. Sur la base de quoi? Sur la base de la docilité. Et donc de sa disponibilité à accepter un certain type de conditions de travail, ce qui signifie aussi que l'intérim pousse les travailleurs à travailler plus et plus vite. Et donc voilà le cercle vicieux avec la question de la santé au travail. Enfin, on a aussi eu des témoignages de militants syndicalistes, dont Kamel Brahmi de la CGT Seine-Saint-Denis, qui nous a parlé de l'actualité des luttes syndicales dans son département, mais aussi Hubert Raguin, qui est un ancien dirigeant syndical de Force ouvrière et qui est revenu sur les différentes attaques des gouvernements envers la démocratie sociale ces dernières années, et notamment sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. Après cette première table ronde, on a poursuivi la journée avec une deuxième discussion sur les nouvelles pratiques de lutte et le renouvellement du syndicalisme. Les 5 intervenants et intervenantes ont prolongé les échanges de la matinée en débattant de l'émergence de nouvelles formes de mobilisation sociale, à la fois au sein des organisations syndicales traditionnelles, mais aussi en dehors. Ils ont notamment parlé de la difficulté de faire grève aujourd'hui, avec une très belle intervention du chercheur Baptiste Giraud, qui est auteur du livre « Réapprendre à faire grève ». Le chercheur Jean-Marie Pernaut a quant à lui évoqué le manque d'adaptation des structures syndicales actuelles et de leur direction aux évolutions du salariat et de leurs revendications. On a eu aussi Adèle Tellez et Caroline Blanchot, qui sont toutes deux membres de la CGT, qui nous ont parlé d'enjeux un peu plus spécifiques, celui de la structuration des syndicats par le bas, pour arriver à toucher les salariés les plus éloignés, et puis aussi celui du syndicalisme des cadres et des techniciens, pour Caroline Blanchot, qui est secrétaire générale de l'UGICT CGT. C'était 2 points de vue très intéressants et assez complémentaires pour penser la lutte syndicale du XXIe siècle. Et parmi tous ces nouveaux enjeux du syndicalisme, il y a aussi la question féministe qui vient bousculer les organisations et les luttes syndicales. On va donc écouter tout de suite Fanny Gallo, qui est historienne spécialiste des mouvements sociaux et du féminisme, qui nous a parlé de l'importance de la grève féministe, un sujet absolument central pour pouvoir penser l'avenir des luttes sociales. En réalité, seule la grève féministe est vraiment générale, puisque une grève générale telle que nous on l'entend, elle se rapporte au travail salarié. Bien sûr, il y a tout ce qui se rapporte par exemple au travail domestique non rémunéré, qui n'est pas du tout pris en considération justement dans la perspective de la grève. Alors l'enjeu de cette grève féministe, elle repose sur un concept qui est l'idée du travail reproductif. C'est le travail qui concourt à la production et à la reproduction de la force de travail. Donc qui permet de retourner travailler le lendemain et de se reproduire de génération en génération. Ce travail reproductif, il y en a partout. Il y en a dans la famille, de façon gratuite et non rémunérée. Il y en a dans les services publics et il y en a aussi, bien sûr, tout le travail bénévole qui participe finalement de cette reproduction de la force de travail dans le milieu associatif. Après ça, la 3e table ronde de la journée s'est penchée sur une question capitale, celle du rapport entre le syndicalisme et l'écologie. La discussion elle est partie du constat suivant, c'est l'idée qu'il peut parfois y avoir des contradictions, des tensions entre les luttes syndicales et la lutte écologique. Par exemple, quand on se pose la question de la préservation d'emplois industriels particulièrement polluants. C'est ce dont nous a parlé le chercheur Adrien Thomas en ouverture de la table ronde. Mais il nous a expliqué bien sûr qu'il y a aussi des moyens de dépasser et de résoudre ces tensions. On a vu de très nombreux exemples de convergence de lutte sociale et écologique sur le terrain. Et c'est ce dont nous parlait Benedetta Selati, qui est une chercheuse italienne, et Paul-Arthur Chevauché, qui est un militant chez Solidaire dans le 93. Benedetta Selati nous a notamment parlé du cas emblématique de la lutte des travailleurs de l'usine GKN en Italie, en lutte contre la fermeture de leur usine automobile, et qui ont construit tout un immense projet de reconversion en coopérative sociale et écologique, un cas passionnant pour étudier le lien entre syndicalisme et écologie. Le militant de Solidaire en Seine-Saint-Denis a quant à lui évoqué des exemples français, et notamment celui de la mobilisation Stop Green Dock, une mobilisation contre un projet d'entrepôt géant en Seine-Saint-Denis qui a réuni la CGT, Solidaire, des associations écologistes et plusieurs partis politiques. Il nous a aussi montré comment la radicalité a souvent été un facteur de victoire des luttes écologistes ces derniers temps. On en écoute un petit extrait. La leçon essentielle quand même des luttes écologistes sur les 10-15 dernières années, c'est que la radicalité, ça gagne. Voilà. Et la dernière victoire d'importance nationale en France, en 2018, c'est Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Et ça gagne. Nous, dans le 93, les jardins d'Aubervilliers, ils ont été défendus. Alors, pas complètement. Ils sont encore menacés, c'est précaire, etc.
mais ça gagne. La députée Alma Dufour a ensuite conclu la table ronde en apportant un aspect un peu plus politique sur la question. Elle nous a notamment expliqué comment le capitalisme détruit aujourd'hui les emplois industriels stratégiques, mettant à la fois en difficulté les travailleurs et la souveraineté du pays sur sa production. Elle a apporté son soutien à tous les travailleurs de l'industrie mobilisés pour leurs droits et a souligné que la planification écologique, notamment dans l'industrie, est une des clés de résolution de cette équation et qu'elle ne pourra pas se faire sans les travailleurs et les syndicats. On a enfin conclu cette belle journée avec une table ronde consacrée à la grande question suivante: lutte politique, lutte syndicale, quelle perspective commune ? Tous nos invités ont cherché à répondre à une question stratégique complexe, qui est la suivante: comment le monde syndical et le monde politique peuvent-ils coopérer pour lutter ensemble efficacement contre le néolibéralisme autoritaire et arracher des victoires ? Le sociologue chercheur au CNRS Karel Lyon a commencé en nous expliquant et en déplorant le processus de dépolitisation qui a touché les organisations syndicales et conduit à une sorte d'autonomisation du champ syndical ces dernières années. On a eu la chance ensuite d'avoir avec nous 2 dirigeants syndicaux, Thomas Vacheron pour la CGT et Muriel Gilbert pour Solidaire, qui nous ont expliqué leur point de vue sur la stratégie à adopter concernant les relations entre lutte syndicale et lutte politique dans le contexte actuel. Les points de vue ont parfois été différents. La députée LFI, présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et ex-porte-parole d'Attaque Aurélie Trouvé, a plaidé quant à elle pour une entente plus approfondie entre syndicats de lutte et gauche de rupture. Mais un constat partagé a quand même constitué le fil rouge de cette discussion passionnante, c'est l'idée que faire front commun devient de plus en plus urgent et même vital face à l'extrême droite et à sa fusion avec le bloc bourgeois. On écoute donc pour finir un petit extrait de l'intervention d'Aurélie Trouvé qui insiste justement sur l'interdépendance de nos 2 mondes et sur l'idée que nous avons mutuellement besoin l'un de l'autre pour transformer radicalement le monde. Le mouvement syndical a besoin d'une gauche de transformation et de rupture et que de l'autre, cette gauche de transformation et de rupture a besoin d'un syndicalisme de transformation. D'abord, seule une gauche de transformation pourra, une fois au pouvoir, faire en sorte que les salariés aient dans les boîtes le droit de veto dans les comités d'entreprise quand il y a un plan de licenciement, le droit de préemption des salariés quand la boîte est fermée, la sécurité sociale professionnelle, la garantie d'emploi, la réduction du temps de travail. Voilà, c'était un petit récap éclair et non exhaustif de tout ce qu'on a pu évoquer pendant ce colloque très enrichissant. Si ce rapide aperçu vous a donné envie d'écouter en entier les interventions que je vous ai présentées, vous pouvez retrouver l'ensemble des tables rondes sur la chaîne YouTube de l'Institut La Boétie, dans l'onglet En direct ou directement dans la playlist dédiée intitulée Syndicalisme, que faire ? Vous pouvez aussi retrouver ces vidéos sur notre plateforme en ligne La Boétie à la maison. Et enfin, vous pouvez bien sûr vous abonner à nous, que ce soit sur YouTube, mais aussi à notre newsletter sur notre site institutlaboétie.fr. Comme ça, vous ne manquerez aucun de nos prochains événements. À très vite. Merci beaucoup Zoé. Pour terminer ce podcast, laissons place à la carte blanche de l'insoumission. Hanouna condamné, C8 hors antenne, et l'Arcom toucha à son poste. Ce 19 février, le Conseil d'État a donné raison à l'Arcom, l'autorité de l'audiovisuel en France, en déboutant la chaîne C8 de son recours. La chaîne voulait faire sauter la décision de l'Arcom, prise en juillet 2024, de ne pas renouveler la fréquence de TNT de la chaîne de Vincent Bolloré pour cause de nombreux, entre guillemets, manquements aux règles de l'Arcom, dirons-nous. Nous y reviendrons en détail. Et ce 20 février, la justice a rendu son jugement. Cyril Hanouna a été condamné à 4 000 € d'amende pour avoir injurié le député LFI Louis Boyard, notamment de bouffon, je cite, espèce de tocard, je cite toujours, et autres insultes. Bien que la réflexion sur les abus du système médiatique était déjà bien avancée dans le programme de LFI, Louis Boyard demandait à l'époque la tenue d'une commission d'enquête sur l'emprise de Vincent Bolloré dans les médias. Une commission organisée en 2024 par le député LFI Aurélien Saint-Toul. Bref, on parle bien de 2 coups très durs pour Bolloré et son laquais préféré Cyril Hanouna. La justice reprend ses droits et vient sanctionner effectivement une chaîne, surtout une émission, celle de Cyril Hanouna, qui a déclenché un nombre jamais vu de mises en demeure, de mises en garde, de signalements et de sanctions pécuniaires. Plus de 7 millions d'euros d'amende au total infligées à la chaîne à cause de son animateur. Avant de se faire couper la fréquence TNT, C8 a subi 35 réprimandes de l'Arcom. 35 ? Difficile de dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Tout ont un point commun. Elles sont au service du projet idéologique de l'extrême droite. Et rien d'autre. Selon la chercheuse au CNRS, Claire Secaille, l'émission de Cyril Hanouna a consacré 53% de son temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite. Ce entre septembre et décembre 2021. Le propos politique se construisait beaucoup trop autour du candidat Éric Zemmour. Et il faut le dire, l'extrême droite et la droite le rendent bien.
à Cyril Hanouna cette semaine. Ses représentants, Retailleau, Wauquiez, Le Pen, Ciotti, tous se vautrent dans les arguments les plus fallacieux et démagogiques pour défendre Cyril Hanouna cette semaine. Même Retailleau, bon sang, ministre de l'Intérieur, qui devrait soutenir la décision rendue par la plus haute juridiction administrative de l'État, a fait part de sa désapprobation de cette décision et a fait part de son soutien à la chaîne C8 et à l'animateur de Bolloré. La droite et l'extrême droite trumpisée penchent de plus en plus pour une société sans règles où l'on peut dire à peu près tout et n'importe quoi, tout en faisant allégeance, in fine, à Vincent Bolloré, un allié avec lequel ils ne peuvent pas se fâcher s'ils veulent satisfaire leur envie présidentielle. Il faut rétablir des faits. En dépit de trop nombreux avertissements, mises en garde et autres, l'émission de Cyril Hanouna n'a pas vu sa fréquence télé renouvelée parce que lui et ses chroniqueurs qu'il vénère assez pathétiquement comme le Messie n'ont pas respecté les règles qu'ils connaissaient pourtant très bien. Tout pour l'audimat, tout pour le fric et surtout tout pour le grand patron Vincent Bolloré, prêt à payer les amendes tant que ses laquais Hanouna en tête peuvent continuer insidieusement à distiller des idées nauséabondes, racistes, sexistes, fascisantes, ce que vous voulez. La fin de C8 acte une victoire pour les consciences, mais la bataille contre le système médiatique et ses abus est loin d'être terminée. Elle le sera lorsque les insoumis gouverneront. Seule la révolution citoyenne dans les médias mettra un terme aux empires des Bolloré, Arnaud et consorts amis milliardaires. C'est la fin de ce 9e épisode de Touche pas à mon peuple. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans la rue le 22 mars, contre le racisme et l'extrême droite. N'hésitez pas à faire connaître cette date autour de vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, bon courage et à bientôt.